Dans l'exercice 6 de cette feuille de TD sur la théorie des ensembles, on va s'intéresser à des propriétés plutôt de cours vérifiées par les différentes opérations sur les ensembles. Donc on prend trois sous-ensembles A, B et C d'un ensemble U, comme univers, classe n'est-il pas, et on va en démontrer certaines propriétés qui ne sont pas d'ailleurs sans rappeler, vous le verrez, les propriétés qu'on avait déjà montrées dans l'exercice 7 du TD1 en faisant le lien entre opérations sur les ensembles et connecteurs logiques, on va y revenir. Donc je propose qu'on fasse comme ce qu'on avait fait pour l'exercice 7 du TD1, justement. Je vais démontrer dans cette vidéo une partie des propriétés. Et l'autre partie, donc comme vous voyez, elles vont un peu par paire. Il y a deux propriétés d'idempotence, deux propriétés d'associativité, deux propriétés de commutativité, etc. On va faire une de chaque, par exemple celle-là, celle-là, celle-ci, celle-là, 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 celle-ci, celle-ci ou celle-là, je ne sais pas encore, et une des deux lois de Morgan. Je vous invite à essayer d'adapter le raisonnement pour faire celles qui n'auront pas été traitées dans cette vidéo par vous-même. Et si vous voulez m'envoyer votre travail ou me poser des questions, je vous invite, comme toujours, à le faire. Ne pas hésiter surtout. Donc on va commencer par démontrer une des propriétés d'idempotence, c'est-à-dire montrer que intersecter un ensemble avec lui-même ou prendre l'union avec lui-même, ça n'a aucun impact. Donc montrons que A union A égale A. Donc X appartient, alors prouvons ceci, X appartient à A union A, comme on l'a dit dans les rappels de cours et comme vous l'avez vu en cours, cette proposition est équivalente à X appartient à A ou X appartient à A. Or, quand vous avez une proposition de type P ou P, et bien ça, c'est tout simplement équivalent à P. Vous pouvez faire la table de vérité, si vous voulez, de P ou P équivaut à P, et vous verrez que c'est une tautologie. Une tautologie à une seule variable, en plus, c'est particulièrement facile à obtenir. Et du coup, ici, si P, c'est la proposition X appartient à A, alors on obtient que ceci est équivalent à X appartient à A. On a donc montré qu'être un élément de A union A, c'est équivalent à être un élément de A, et puisque les ensembles sont caractérisés par leurs éléments, ceci montre que A union A égale A. Bon, jusqu'ici tout va bien. On va passer à quelque chose d'un peu plus avancé. L'associativité, que cette fois, je vais démontrer sur l'intersection, et je vous laisse regarder ce qui se passe avec l'union. Donc on va vouloir montrer que A union B, le tout union C, pardon, A inter B, j'ai dit. Donc A inter B, le tout inter C, c'est le même ensemble que l'ensemble A intersecté avec l'intersection de B et de C. Donc allons-y, montrons ceci. Il faut montrer qu'être un élément de l'un est équivalent à être un élément de l'autre. Or, être un élément de A inter B inter C, on l'a dit, les intersections correspondent à des et. Donc X appartient à l'intersection de lui avec lui, ça signifie X appartient à A inter B et X appartient à C. Il n'y a pas besoin de parenthèse ici, puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté. Hop là, pardon. Or, à nouveau, on peut ici développer cette intersection. X appartient à A inter B, c'est équivalent à X appartient à A et X appartient à B. Donc tout ceci est équivalent à X appartient à A et X appartient à B, fermons la parenthèse, et X appartient à C. Or, on a vu, à l'exercice
7 du TD1, question 6, que P et Q et R, c'est pareil que P et Q et R. Donc ça, c'est TD1, exercice 7, question 6. Ça, c'est équivalent, en fait, à... Donc si P, Q et R, c'est X appartient à A, X appartient à B, X appartient à C, on avait vu que ceci était équivalent à P et, parenthèse, Q et R. Bon, ici, Q et R, c'est X appartient à B et X appartient à C. Très bien, et du coup maintenant, eh ben, on va rembobiner dans l'autre sens. X appartient à B et X appartient à C, c'est équivalent à X appartient à B inter C. Donc toute cette proposition équivaut en fait à X appartient à A et X appartient à B inter C. Autrement dit, encore une fois, par définition de l'intersection, X appartient à l'intersection de l'ensemble A avec l'ensemble B inter C. On a montré qu'il était équivalent d'appartenir à celui-ci et à celui-là, donc on a bien montré qu'ils sont égaux. Donc comme vous voyez, en fait, on peut traduire ces différentes propriétés sur les ensembles en propriétés logiques. Ce sont des cas particuliers de propriétés logiques, où les propositions P, Q et R en question sont des relations d'appartenance. Et on peut donc utiliser les choses qu'on avait déjà montrées dans le chapitre sur la logique. Donc il y a vraiment un très fort lien entre théorie des ensembles et logique. Donc on va montrer une des deux propriétés de distributivité. On va montrer que A union B inter C, on peut le développer en l'ensemble A union B intersecté avec l'ensemble A union C. On doit montrer que ces deux ensembles sont égaux, donc on doit montrer qu'être l'élément de l'un est équivalent à être un élément de l'autre. Prenons donc prouvons ceci. X appartient au premier de ces deux ensembles, A union B inter C. Qu'est-ce que ça signifie? À nouveau, appartenir à l'union de deux ensembles, ça veut dire que X appartient à l'un, X appartient à A, ou X appartient à B inter C. Et on peut développer un cran plus loin, puisque X appartient à B inter C, on peut le développer en X appartient à B et X appartient à C. Et donc là, encore une fois, si P est la proposition X appartient à A, Q est la proposition X appartient à B et R est la proposition X appartient à C, alors ici, la proposition qu'on a, c'est P où Q et R. Et ça, on a vu à la question 1 de l'exercice 7 du TD1. Donc ici, c'est par, hop là, TD1, exercice 7, question 1. C'est bien ça. Ceci équivaut en fait, donc vous vous rappelez, P ou Q et R, c'est équivalent à P ou Q et P ou R. Donc ceci équivaut en fait à X appartient à A ou X appartient à B. Et X appartient à A ou X appartient à C. À nouveau, on peut rembobiner tout ceci. Ça nous dit X appartient à A union B, puisque c'est un OU, et X appartient à A union C. Et encore une fois, X appartient à lui et X appartient à lui. Ah, encore une fois, les parenthèses sont inutiles ici, pardon. Je vais essayer de ne pas les mettre quand elles sont superflues, histoire de ne pas compliquer encore
les preuves formelles, voilà, pardon. Et donc dire que X appartient à truc et X appartient à machin, c'est pareil que de dire que X appartient à truc inter machin. Autrement dit, ici, X appartient à A union B, inter A union C. Il est donc équivalent d'appartenir à A union B inter C et d'appartenir à A union B inter A union C. On a donc bien montré que ces deux ensembles étaient égaux. Donc je pense que vous commencez à voir la logique de la chose, si je puis me permettre ce jeu de mots pas drôle. Et donc vous ne serez pas surpris d'apprendre que ça va se passer de la même façon pour la commutativité, disons, de l'intersection. Ah, pourquoi vous pas dit? Voilà. Donc, il va s'agir de montrer que A inter B égale B inter A. Donc là, pour le coup, il s'agit de la même chose que de la commutativité des opérateurs logiques. X appartient à A inter B. C'est juste dire que X appartient à A et X appartient à B. Et vous savez que P et Q est équivalent à Q et P. Autrement dit, ici, cette proposition à gauche équivaut à X appartient à B et X appartient à A. Et ça, c'est la même chose que de dire que X appartient à B inter A par définition de l'intersection. Rien de bien compliqué jusqu'ici. Passons maintenant aux propriétés d'éléments neutres. Montrons par exemple que A union vide est égal à A. On peut le faire par double inclusion. Donc un truc qui est toujours vrai, c'est que si B est un ensemble, si A et B sont deux ensembles, alors A est toujours inclus dans A union B. Donc en particulier pour l'ensemble vide, A est inclus dans A union vide. Ça c'est toujours vrai. Réciproquement, A est inclus dans A, ça c'est pas très dur, mais vide est aussi inclus dans A. Donc l'union des deux est incluse dans A. De manière générale, si vous avez B inclus dans A, C inclus dans A, alors A union B, pardon, je me suis planté. B inclus dans A, C inclus dans A, alors B union C est aussi inclus dans A. Il n'y a pas grand chose à montrer pour les propriétés d'éléments neutres. Prenons maintenant un exemple d'éléments absorbants. A union tout le monde égale tout le monde. Eh bien, remarquons que, encore une fois, si on raisonne par double inclusion, une chose qui est vraie, c'est que U, il est toujours inclus dans A union U. Encore une fois, ça c'est toujours vrai. U sera toujours inclus dans U union quelque chose. Et d'un autre côté, si X appartient à A union U, alors X appartient à A, mais A est inclus dans U, donc X appartient à U.
où X appartient directement à U, mais dans tous les cas, X appartient à U. Donc par disjonction des deux cas ici, on a obtenu que X appartient à A inter U implique X appartient à U, donc A union U est inclus dans U. Pour revenir au lien avec la logique, on peut dire que X appartient à U, puisque U est le grand ensemble dans lequel on se place, en fait c'est une proposition qui va être toujours vraie. Puisque tous les ensembles qu'on regarde ici sont des sous-ensembles de U, X appartient à U est une proposition qui est vraie tout le temps. Donc ce qu'on a dit, c'est que si P est une proposition, plus généralement, si P est une proposition, P ou vrai, c'est-à-dire P ou une proposition qui est vraie tout le temps, bah ça, ce sera toujours vrai. Puisqu'un ou est vrai, pour qu'un ou soit vrai, il suffit que l'un des deux soit vrai, donc s'il y en a un qui est toujours vrai, s'il y en a un qui est une tautologie, alors P ou tautologie est toujours vrai lui aussi. Puisque X appartient à U, c'est un exemple de proposition qui va être toujours vrai dans le cadre, si jamais c'est le cadre dans lequel, si jamais U, disons, est l'ensemble dans lequel on travaille, et ben du coup, ce qu'on a ici, c'est X appartient à A, ça c'est notre P, ou X appartient à U qui est toujours vrai, égale X appartient à U qui est vrai. Donc c'est un équivalent de ça. Et le miroir de ceci, c'est, donc là on l'a pas fait avec des éléments à la question d'au-dessus, mais X appartient à vide, c'est une proposition qui est toujours fausse. C'est une non-tautologie, c'est une antitautologie, si vous voulez. C'est pas un vrai mot. Et donc ce qu'on a montré ici, c'est que P ou faux, bah, c'est vrai quand P est vrai. Donc ignorez le speech que je viens de faire, si ça vous a pas paru très très clair, c'était juste pour poursuivre ce lien entre la logique formelle et la théorie des ensembles. X appartient à U, on peut le voir, si jamais on travaille dans U comme un exemple de tautologie, et X appartient à vide, c'est une proposition qui est toujours fausse. Donc il nous reste à voir les lois du complémentaire. Par exemple, A union A complémentaire égale U, par exemple. Comment est-ce qu'on montre ça? Encore une fois, on va le faire par double inclusion. Donc on sait que A est un sous-ensemble de U, et A complémentaire est aussi un sous-ensemble de U, puisque U est l'ensemble dans lequel on travaille, tout ce qu'on regarde vit dans U. Donc l'union des deux est aussi dans U. Pardon, l'union des deux, A union A complémentaire, c'est forcément un sous-ensemble de U. De toute façon, comme je vous ai dit, puisqu'on travaille dans U dans cet exercice, tout le monde est un sous-ensemble de U. Enfin, tous les ensembles sont des sous-ensembles de U. Réciproquement, si X appartient à U, alors X appartient à A ou non X appartient à A. Ça, c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas parlé en logique tellement c'était évident. Mais pour toute proposition P, P ou non P est une tautologie. Je vous invite à le vérifier, éventuellement par la table de vérité. Si vous n'êtes pas convaincu, c'est une tautologie encore une fois très simple puisqu'elle fait intervenir une seule variable. Donc du coup, c'est toujours vrai qu'on a P ou non P. Autrement dit, P, elle est soit vraie, soit fausse. C'est tout ce que ça dit. Du coup,
Si P c'est la proposition X appartient à A, alors c'est vrai que X appartient à A ou non X appartient à A. Mais ça équivaut à X appartient à A ou qu'est-ce que c'est non X appartient à A? On avait parlé dans la vidéo de rappel des cours au début. C'est X n'appartient pas à A. Waouh, jusqu'ici. On enfonce des portes ouvertes, mais X n'appartient pas à A, c'est une façon de dire X appartient à A complémentaire. Et donc, X appartient à A ou X appartient à A complémentaire, c'est tout simplement dire que X appartient à A union A complémentaire. Donc si X est dans U, alors on a ça, puisque ça c'est toujours vrai. Donc X appartient à A union A complémentaire. Donc tout X dans U appartient à A union A complémentaire, donc U est bien inclus dans A union A complémentaire, et ça nous montre l'égalité des deux, puisqu'on a montré l'autre inclusion précédemment. On peut en montrer une deuxième, par exemple, on peut montrer que le complémentaire de tout le monde, c'est vide. Comment montre-t-on qu'un ensemble est vide? Ce que je vous avais suggéré, encore une fois, dans la vidéo de rappel de cours, c'est que pour montrer qu'un ensemble, par exemple celui-ci, est vide, il faut supposer qu'il y a un élément dedans, par l'absurde, et montrer qu'on aboutit à une contradiction. C'est une façon de s'entraîner au raisonnement par l'absurde. Supposons donc qu'il existe un élément X dans U complémentaire. Or, comme on a dit, comme on a dit, ici on travaille dans U, donc si on prend un X, on le prend forcément dans U. Donc on suppose qu'il existe un X dans U qui soit dans U complémentaire. Ça a l'air mal parti. On a en effet dans ce cas X appartient à U, puisque U c'est tout le monde, et X appartient à U complémentaire. Et ça revient à dire X appartient à U, et comme on a dit au-dessus, non X appartient à U. Et ce truc-là, il est faux tout le temps. De même que P ou non P est toujours vrai, P et non P est faux quel que soit P. Notamment parce que c'est la négation en fait de P ou non P. P et non P, c'est la négation de la tautologie P ou non P. Donc c'est faux tout le temps, quelle que soit la proposition P. Et donc ici la proposition P c'était X appartient à U. X appartient à U et non X appartient à U, c'est faux. Donc on a obtenu que si on suppose que U complémentaire est non vide, alors on obtient quelque chose de faux. Ça nous dit donc que l'hypothèse X appartient à U complémentaire est fausse. C'est un cas classique de raisonnement par l'absurde. Un peu abstrait, je sais, mais ce sont en fait des choses que vous connaissez déjà, simplement appliquées à des ensembles particulièrement éthérés, mais ça ne change pas grand-chose finalement à la façon dont le raisonnement fonctionne, et c'est bien à ça qu'on essaie de s'entraîner ici. Ensuite, on va montrer l'une des deux lois de Morgan. Je crois qu'on est censé dire loi de De Morgan, mais il faudra que je vérifie ça. Et comme toujours, je vous laisse regarder l'autre et me dire si vous y arrivez, ou m'envoyer votre travail, ou me poser vos questions. Nous, on va montrer que A inter B complémentaire, c'est égal à A complémentaire union B complémentaire. Pour cela, prenons un X dans A inter B complémentaire et montrons que cette proposition, X appartient à A inter B
complémentaire est équivalente à X appartient à A complémentaire union B complémentaire. Donc ça, on a dit, c'est équivalent à non X appartient à A inter B. Or, X appartient à A inter B, on a déjà dit que c'était la proposition X appartient à A et X appartient à B. Donc X appartient à A inter B complémentaire, c'est la négation de cette proposition. Et ça tombe bien parce qu'on a vu au chapitre 1 comment faire la négation d'un et. La négation de P et Q, c'est non P ou non Q. Ça, c'est ce qu'on avait vu à l'exercice 7 du TD1, proposition 3. Donc c'est équivalent à non X appartient à A ou non X appartient à B. D'après la proposition 3, la question 3 de l'exercice 7 dans le TD1. Or, non X appartient à A, c'est exactement équivalent à X appartient à A complémentaire. D'un autre côté, non X appartient à B, c'est pareil que X appartient à B complémentaire. Donc tout ceci est équivalent à X appartient à A complémentaire ou X appartient à B complémentaire, qui à nouveau serait écrit X appartient à A complémentaire union B complémentaire. Donc on a bien montré qu'il était équivalent d'appartenir au complémentaire de l'intersection de A et B et à l'union des complémentaires, ce qui démontre l'égalité de ces deux ensembles. Donc comme je vous l'ai déjà répété moult fois, n'hésitez pas à faire les propositions qu'on a laissées de côté, il y en a à peu près une sur deux, mais elles ressemblent beaucoup à celles qu'on a faites, vu que vous avez remarqué qu'elles allaient plus ou moins par deux, une pour l'union, une pour l'intersection, de façon symétrique à chaque fois. Donc n'hésitez pas à regarder si vous arrivez à adapter les raisonnements qui ont été faits dans cette vidéo pour les propositions qu'on a laissées de côté. Et si vous voulez que je vérifie ou si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas, encore une fois, à me contacter. Et comme toujours, je vous remercie de votre attention.